tu as parlé d'autres sources de difficultés, surtout au niveau de l'accompagnement. Oui. Comment ça s'est matérialisé? En fait, j'aimerais vous partager l'histoire de deux personnes. D'accord. L'histoire de Ali et Samantha. Ok. Ali et Samantha étaient des personnes très importantes pour le projet. Ils avaient été identifiés avec ma manager et on pensait que c'était les bonnes personnes. Or, quelques temps après le lancement, rien du tout. Le travail prenait énormément de retard. Donc, évidemment, un tout petit peu de stress apparaît. Ce que j'avais envie de faire, je vais aller voir ma manager et lui dire « on va changer de personne, on va en prendre d'autres ». Ouais, mais c'est super radical comme solution. Au final, effectivement, je pense que c'était trop radical. Et j'ai décidé de penser différemment. Et donc, ça impliquait de me remettre en cause et donc de penser contre moi-même. Je me suis rendu compte que l'approche que j'avais, c'était peut-être une approche qui n'était pas adaptée. Qu'un accompagnement standardisé était celui qui était adapté à ses collaborateurs. Et en fait, j'étais dans l'erreur. Mais il a fallu effectivement que je pense contre moi-même. Alors, je pense que penser contre moi, c'était effectivement une croyance. Une croyance que tout le monde avait besoin du même type d'accompagnement. L'accompagnement, c'était de laisser le plus d'autonomie possible. Donner les grandes lignes et puis laisser les gens agir. C'est, je pense, l'accompagnement que j'avais besoin. Grâce à cette expérience, je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours besoin de ce même type d'accompagnement. Quand on m'a confié le projet, tu vois, avec cette histoire de présentation, je me suis rendu compte que j'étais déjà dans l'erreur. Et ça m'avait généré du stress. Et donc, peut-être j'avais aussi besoin d'un autre type d'accompagnement. Et c'est ce qui se passait avec Ali, justement. D'accord. Donc en fait, tu as pris du recul pour mettre tes besoins à toi de côté, pour te concentrer davantage sur les autres. Mais du coup, avec Ali, ça a donné quoi? Ali, c'était intéressant parce qu'Ali avait une mission essentielle pour le projet, une mission sur laquelle il avait envie de s'impliquer, véritablement, mais pour laquelle il ne connaissait pas, il ne savait pas faire. En lui laissant les grandes lignes, j'ai généré une situation où ça a pris du retard pour qu'il rentre en action. Ce retard, ça générait quoi? Ça générait de la frustration, de la démotivation et donc de la nouvelle baisse de performance, etc. etc. De mon côté, comme il ne rentrait pas en action, ça génère de la frustration, d'où mon envie de le sortir du projet. Ouais. On était dans un cercle vicieux. Et moi, je devais changer mon approche pour sortir de celui-ci. Comme Ali était motivé, mais pas encore compétent, il fallait que je découpe ce projet avec des différentes tâches. À chaque tâche, on fournissait un accompagnement, un retour, pour que Ali monte en compétence. Aujourd'hui, le travail d'Ali a été tout à fait valorisé dans l'équipe et grâce à ça, il a pu vraiment se débloquer. Super, donc c'est une belle leçon en tout cas d'adaptation. Tout à l'heure, tu parlais aussi du cas de Samantha. Là aussi, c'était un problème de compétence, tu penses? Eh bien, c'est un peu différent, parce que Samantha avait une mission transverse, difficile, parce qu'elle devait proposer des initiatives très différentes pour changer nos façons de travailler. Au début, je me suis inspiré de l'histoire d'Ali. Je me suis dit, ça va être un manque de compétences. Alors, je vais la questionner, je lui demande quelles sont les étapes selon elle qui sont les bonnes. Ouais. Et elle est capable de me répondre parfaitement. Super. Mais donc dans ce cas-là, c'est peut-être la motivation. Là encore, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle semblait vraiment intéressée par les résultats du projet. Elle semblait impliquée, elle voyait le sens. Mais elle semblait bloquée dès l'instant où il suffisait de prendre des initiatives. D'accord. Tu as réussi à identifier la source du problème? Eh bien, je me suis un peu aidé d'une théorie, la théorie des peurs bloquantes. C'est une théorie qui explique pourquoi les gens ne rentrent pas en action. Cette théorie est basée sur 4 grandes peurs. La peur de l'échec, une peur de ne pas atteindre ses résultats, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur de l'inconnu, quand on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord. Et la peur de l'incompétence, de ne pas avoir suffisamment de ressources. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis avec Samantha, on a discuté, on a échangé beaucoup, et on a réussi à identifier 2 peurs bloquantes qui l'animaient. La peur de l'incompétence et la peur de l'échec. La peur de l'échec, elle a fait peur de ne pas pouvoir proposer suffisamment d'initiatives, d'innovation, et donc d'être jugée pour ça. Et elle avait peur de ne pas se doter d'outils pour pouvoir avancer. J'ai mis en place avec elle, et grâce à ma manager, 3 grands outils. Le premier, c'est qu'on a parlé de petites victoires. Alors, la petite victoire, c'est découper notre projet en micro-tâches qui permet à chaque fois d'avancer, de valider et d'éviter cette peur de l'échec. S'il y avait une erreur, c'était tout de suite un peu moins grave parce qu'on était sur un micro-projet. D'autre part, j'ai normalisé l'échec en lui parlant de moi-même. J'avais commis, durant ce projet, énormément d'erreurs. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai appris qu'en fait, l'échec n'est pas une fin en soi. C'est juste un apprentissage. Et le troisième, j'ai demandé de verbaliser ses apports dans le projet, en lui demandant de noter les 10 qualités qu'elle apportait pour le projet. Elle a noté ses qualités et ça lui a permis vraiment de monter en confiance. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en parlant avec Samantha, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais en train de raconter ma propre histoire. J'avais été victime de ces peurs. La peur de l'incompétence, je l'ai déjà dit, la peur de l'échec, voire même la peur du jugement. Et en dépassant ces peurs,
j'avais réussi à développer ma confiance en moi et à prendre encore plus d'initiatives, comme le fait de discuter avec Samantha, qui était en lui-même une initiative. Trop bien. On voit qu'un manager peut vraiment inspirer ses collaborateurs. Comment ça a fonctionné du coup? Eh bien, ça a très bien fonctionné. Ouais. Moi, je n'étais pas manager de Ali, Ouais. je ne suis pas manager de Samantha. Mais pour moi, dans ma posture de leadership justement transformationnel, j'avais une opportunité de les aider, Ouais. de les développer et de faire ce qu'ils se sentent plus en confiance. Aujourd'hui, Ali et Samantha sont des véritables ambassadeurs Ouais. pour le projet. Pour moi, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Le leadership n'est pas seulement celui de partager, d'haranguer les foules, Ouais. d'être Alexandre le Grand, là Obama. encore. Obama, là encore. Mais d'être dans l'écoute, dans l'observation et dans l'analyse, bien sûr, et aussi dans la remise en question. On a des idées préconçues et on peut les dépasser pour pouvoir être un meilleur leader.